Bonjour. Bonjour à tous. Je m'installe et je vous laisse le temps d'arriver aussi. Alors, coucou Catherine. Je vous laisse le temps d'arriver et puis surtout posez-moi des questions si vous avez des questions, que ce soit en rapport avec le sujet d'aujourd'hui ou autre chose, mais il n'y a pas de souci. On peut, voilà, comme je vous avais déjà dit, on aborde les sujets qui vous intéressent. Coucou Ariane. Donc voilà, donc allez-y, posez-moi des questions, que ce soit, donc voilà, par rapport aujourd'hui, donc j'avais l'intention de parler des vitamines en fait, parce que voilà, il faut trouver des idées, bon c'est pas, il y a plein de sujets à aborder, mais j'ai posé quelques questions aux personnes qui me suivent régulièrement, et puis voilà, les vitamines sont arrivées. Voilà, ça a été, on a parlé des vitamines et je me suis dit qu'en effet c'était une bonne chose à aborder. Je pense qu'on n'abordera pas tout aujourd'hui parce que c'est un vaste sujet et que probablement vous aurez des questions et que ça... Voilà, alors on verra. Et puis après, il y a les minéraux aussi, vitamines, minéraux, minéraux, oligo-éléments, mais ça, on le gardera pour plus tard. Donc, voilà. Et puis aussi, on m'a posé la question, c'est vaste sujet, mais on m'a demandé des conseils parce que j'avais déjà évoqué des documentaires à regarder qui me semblent intéressants et pertinents. Et on m'a demandé de donner des idées de livres. Coucou Annabelle. Des idées de livres. Alors là, comment dire, ça va pas être facile, je vais vous en donner des idées de livres, mais ça va pas être simple. Pour ceux qui me connaissent, j'adore lire de manière globale, et puis j'aime beaucoup tout ce qui concerne l'alimentation, les médecines naturelles, les huiles, enfin l'aromathérapie. Voilà, voilà, il va falloir que je fasse le tri dans mes livres, comme vous pouvez voir dans mon bureau, et c'est mon bureau. Voilà, hop, ça c'est mon bureau. C'est un peu la pagaille, j'avoue. Je suis en train de faire j'essaie de classer les choses un peu par dossier là. Donc j'en ai un peu par terre aussi, enfin par thème, pour focuser plus facilement, pour retrouver. C'est pas toujours évident. Donc, par là, j'ai mes livres plutôt de recettes, puis là, plus tout ce qui est médical et autres. Mais voilà, il faut que j'essaye d'organiser par thème parce que quand je fais des recherches, après, je n'arrive pas à retrouver mes livres. Plus tous les articles que je découpe ou que j'imprime, ou voilà. Donc bon, mais les livres, ouais, je vais essayer de vous donner quelques petites idées de choses abordables, agréables à lire. Après, ça dépend vraiment de ce qu'on recherche et puis je vous donnerai d'autres idées au fur et à mesure en fonction de vos retours. Donc voilà. Eh ben voilà, si vous n'avez pas de questions pour l'instant, moi je vais commencer avec les vitamines. D'accord? Donc, alors, je vais essayer d'avoir mes notes sous les yeux, confortable, de me mettre bien comme il faut là. Alors, au niveau des vitamines, donc, comment je vais vous expliquer ça comme ça. Hop, voilà. Alors, au niveau des vitamines, les vitamines, qu'est-ce que c'est? Ça fait partie de ce qu'on appelle les micronutriments. Les macronutriments sont protéines, lipides, glucides, donc les gras, les protéines, qu'elles soient animales ou pas, et les glucides, donc les sucres dans leur globalité. Donc les glucides, ce sont les sucres comme on les connaît, comme on les entend, mais ce sont aussi... qu'est-ce qu'on va dire en glucides? Je sais pas moi, du riz. Du riz par exemple, ou des pois chiches. Après, les aliments sont rarement monomacronutriments.
Par exemple, un pois chiche, oui, ce sont des lipides, mais des glucides, mais il y a aussi des protéines, puisqu'on dit que c'est une très bonne source de protéines végétales. Donc voilà, c'est rarement, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas 100% protéines ou autre. Par contre, exemple qui prouve le contraire aussi, c'est qu'il y a des produits qui sont mono-macronutriments, c'est que l'huile d'olive, ce sont des lipides à 100%. Il n'y a rien d'autre que des lipides dans l'huile d'olive. Après, quel type de lipides? Différents types de lipides. Des bons lipides de toute façon, mais voilà. Donc ça, ce sont les macronutriments. Et puis après, donc, on a les micronutriments qui, eux, sont donc, par exemple, les vitamines ou les minéraux, les oligo-éléments, choses comme ça. Donc les vitamines sont des substances chimiques organiques qui contiennent, alors ça on rentre un peu dans la chimie, mais du carbone, hydrogène, oxygène. On va les retrouver partout en fait, dans les plantes, dans les fleurs, dans les fruits, dans les légumes, dans les poissons, dans la viande, etc. Il y en a, il y a toutes sortes de... Voilà. Les vitamines contrôlent de nombreuses fonctions au niveau de notre corps. Et comment il y en a même, donc il y a même certaines vitamines qui vont agir comme des antioxydants, comme la vitamine C et la vitamine E, donc qui vont lutter contre les radicaux libres qui sont engendrés par la pollution, le stress, une mauvaise alimentation, etc. Et qui sont des facteurs de vieillissement prématuré, qui engendre, enfin en tout cas qui favorise un terrain qui va engendrer des maladies qui vont comment alors qui vont altérer nos télomères. Les télomères, on ne rentrera pas dans des choses très scientifiques pour ceux qui en ont entendu parler. Voilà, aujourd'hui il y a énormément de recherches au niveau des télomères par rapport au vieillissement et comment lutter, puisqu'en fait au niveau de nos chromosomes on a des petits les scientifiques comparent ça à des lacets et disent que c'est comme le petit bout en plastique qui est au bout d'un lacet, puis que les télomères, au fur et à mesure où on vieillit, s'abîment et raccourcissent. Coucou Alex. Et donc en fait c'est un révélateur et un signe de vieillissement. Et voilà, et il semblerait, c'est une des gros... Il y a eu un prix Nobel il y a quelques années par rapport à la recherche sur les télomères. Il semblerait aujourd'hui... Enfin, il y a beaucoup de recherches qui se font parce que on pense vraiment que si on arrivait à limiter l'usure de nos télomères, donc ces petits capuchons qui viennent au bout de nos chromosomes, il semblerait qu'on puisse ralentir le processus de vieillissement. Donc voilà. Et les radicaux libres abîment aussi nos télomères. Enfin, il y a plein de facteurs. Et donc voilà, donc dans les vitamines, la C et la E, qui sont des antioxydants, des fonctions antioxydantes, sont intéressantes aussi par rapport à ça. Mais bon, là je suis déjà rentrée, je me suis déjà égarée. Donc, nos vitamines, pour dire, donc elles sont... donc voilà, les vitamines, le corps en a besoin, mais en quantité assez infime finalement. C'est des quantités, ça peut être des microgrammes, c'est vraiment des quantités très très faibles. Ça dépend des vitamines, mais malgré tout, on en a besoin. Les quantités sont faibles, mais on en a besoin. C'est indispensable au bon fonctionnement de notre organisme, de notre métabolisme. Elles sont essentielles elles ont chacune des fonctions et elles sont essentielles au développement des tissus cellulaires, le sang, la peau, les nerfs. Elles contribuent à métaboliser aussi quand on mange justement les macronutriments, donc protéines, lipides, glucides. Elles contribuent au métabolisme de ces macronutriments pour obtenir de l'énergie. Donc en fait, c'est toujours pareil. Et là, je vais m'égarer à nouveau, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est-à-dire que quand on mange, s'il n'y a pas de vitamines, en fait, il n'y a pas d'assimilation des macronutriments, donc des glucides, des lipides et des protéines qui vont nous donner de l'énergie. Parce que ça, c'est de l'énergie, c'est de la... Voilà, je dirais que les macronutriments, c'est le côté énergie.
Alex, t'essayes de me perturber. Moi aussi, je t'adore, Alex. Je t'aime très fort. T'essayes de me déstabiliser. Donc, les macronutriments, ils vont nous donner l'énergie. Mais c'est de l'énergie... c'est de l'énergie. Donc, voilà, c'est du carburant, mais il n'y a pas de notion de qualité. Alors que les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, etc., là, c'est là qu'il y a la qualité. Donc en fait, c'est comme de l'essence, puis de l'essence qui serait vraiment de très belle qualité, ou un carburant lambda. Et puis c'est aussi l'entretien de notre voiture, etc., etc. Mais enfin bon, voilà, je m'égare. Donc tout ça pour dire que quand on mange, si on mange des aliments qui sont dépourvus de vitamines, on aura un apport en calories, mais ce sont ce qu'on appelle des calories vides. Et à partir de ce moment-là, c'est pas suffisant pour notre organisme parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut pour fonctionner correctement et il va continuer à nous réclamer à manger indéfiniment. Donc quand on mange de la ben on mange tout le temps de plus en plus parce qu'on n'a pas ce qu'il faut. À partir du moment où on va consommer des aliments de qualité nutritionnelle avec des vitamines, des minéraux, etc., notre corps va obtenir de l'énergie via les calories consommées, mais elles vont être bien assimilées et bien métabolisées par notre organisme, ce qui va faire que notre corps sera satisfait et aura obtenu ce qu'il lui faut pour bien fonctionner. C'est pour ça que moi je suis contre, et pourtant c'est ce que j'ai appris, puis c'est ce que la majorité des gens ont appris, je suis contre l'histoire des calories. De compter les calories, puisque par exemple, et là on rentre sur le sujet de la perte de poids, mais souvent on dit pour perdre du poids il suffit de consommer moins de calories que ce qu'on dépense, faire un peu plus de sport, etc. En gros, on crame plus de calories qu'on en consomme et grosso modo on va être en déficit calorique et on va perdre du poids. Ben, c'est pas si simple que ça, et pour ceux qui voudraient revoir, je pourrais leur partager le lien, mais il y a un documentaire qui s'appelle Sugarland qu'on trouve sur YouTube en version, je ne sais plus quelle langue, en sous-titré anglais, donc peu importe, mais on peut le regarder, qui est très intéressant par rapport à ça, c'est où justement la preuve est faite qu'en consommant le même nombre de calories, en faisant la même activité physique, mais en ayant un apport qualitatif différent, la santé n'est pas la même, la prise de poids n'est pas la même. En fait, cette personne-là, elle fait l'expérience, elle consomme le même nombre de calories, elle fait la même activité physique pendant 1 mois ou 2, je crois, mais avec un apport en sucre plus important, mais du sucre, mais en mangeant quand même sainement, c'est-à-dire qu'elle mange le matin, elle boit des jus de fruits, elle prend du granola ou du muesli, enfin bon, voilà, elle ne va pas prendre de la junk food, et elle a le même nombre de calories totales, même activité physique, etc. Et au bout de je crois que c'est sur 2 mois qu'il fait l'expérience, au bout de 2 mois, il a pris 10 kilos, 10 cm de tour de taille, en ayant le même apport calorique et la même dépense calorique. Donc voilà, donc il y a vraiment l'aspect qualitatif dans ce qu'on mange qui rentre en considération. Et tout ça pour revenir aux vitamines. Les vitamines, donc nos macronutriments, si on veut les assimiler correctement, donc nos protéines, nos lipides et nos glucides, il faut qu'il y ait des vitamines et des minéraux, etc. avec. Donc là, la junk food, les calories vides, bah, ça ne fonctionne pas parce qu'on ne les assimile pas, puis que notre corps continue à réclamer parce qu'il n'a pas sa dose de vitamines et de minéraux, et ça, il en a besoin pour fonctionner. Même si ce sont des petites quantités, il en a besoin pour fonctionner. Donc voilà, donc là, c'était... salut Delphine, c'était mon coup de gueule pour dire qu'il faut manger des produits de qualité. Ça, c'est hyper important, il n'y a pas de secret, hein, voilà. Donc voilà. Après, les vitamines, donc, il y a 2 types de vitamines. Il y a les vitamines liposolubles et les vitamines hydrosolubles. Excusez-moi, je bois un petit peu d'eau, je sens que j'ai la gorge un peu sèche. Et donc, les vitamines, alors, comme leur nom l'indique assez facilement, donc liposolubles, puisque voilà, c'est ça. Donc, parce que, en fait, les vitamines ne vont pas être stockées de la même manière en fonction du fait qu'elles soient liposolubles ou hydrosolubles. Donc, les liposolubles, ce sont des vitamines qui sont nécessaires au corps, qui
qui se dissolvent dans la graisse, qui ont besoin de gras. Alors, qui ont besoin de gras et qui vont être stockés dans des cellules adipeuses et qui vont aussi vont avoir besoin de gras pour être absorbés correctement et assimilés correctement par notre organisme. Donc, ce qui veut dire que les vitamines liposolubles vont aller se stocker dans le foie, par exemple. Le foie stocke nos vitamines liposolubles et dans les cellules adipeuses qu'on peut avoir ailleurs dans le corps. Ces vitamines liposolubles, il y a un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Oui, plus ou moins, mais bon, c'est faut retenir ADEK, A-D-E-K. Donc, ce sont les vitamines A, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K. Ça, ce sont les vitamines liposolubles. Et ensuite, nous avons les vitamines hydrosolubles, qui sont toutes les vitamines du groupe B, et il y en a beaucoup, et la vitamine C. Et elles ont besoin d'eau, donc pour être assimilé, je cherche mes mots, pour être transporté dans notre corps. Mais par contre, le problème entre guillemets, mais ce sont des vitamines qui sont éliminées, elles, via les reins, via l'urine. Donc, il faut faire attention parce que ce sont des vitamines qui vont s'éliminer au fur et à mesure, en fait, qu'on ne stocke pas. Donc, les vitamines B et C sont des vitamines qu'on doit avoir en apport régulier. La vitamine D, par exemple, absorbée. Oui, merci, Annabelle. J'ai des petits trous de mémoire, mais des fois, ça ne revient pas là. Et donc on a besoin donc les vitamines A, D, E et K peuvent être stockées par notre organisme ou assimilées, alors que les vitamines du groupe B et les vitamines du groupe C, il faut vraiment un apport quotidien. C'est pour ça que par exemple la vitamine D, mais on reviendra précisément sur la vitamine D, les personnes qui se supplémentent, et on reviendra dessus parce que tout le monde devrait se supplémenter en vitamine D. S'il y en a bien une seule, et ça je le dis à tous mes clients, on doit prendre de la vitamine D, mais on reviendra sur le sujet. Donc la vitamine D, on peut la prendre. Moi j'aime bien la prendre de façon quotidienne. Je trouve qu'on n'oublie pas voilà, tous les matins. Moi c'est vraiment quelque chose que tout le monde fait ici. On prend notre vitamine D, puis c'est devenu... c'est comme se brosser les dents le matin ou même le soir, mais enfin je veux dire c'est comme se brosser les dents, c'est quelque chose qui... C'est rentré dans les mœurs, tout le monde prend sa petite vitamine D, mais maintenant les enfants le savent et se servent eux-mêmes, ils sont grands, ils savent faire. Je la laisse sur la table du petit déjeuner, puis chacun prend sa vitamine D. Mais il y a des gens qui préfèrent la prendre en prise hebdomadaire par exemple et qui multiplient du coup par 7 la prise quotidienne. Après je sais que beaucoup en France, pas tellement ici, mais en France on a tendance à prescrire comment ça s'appelle, je crois, des UV-doses ou des doses de vitamine D, alors du coup avec une grosse quantité, par exemple 2 fois dans l'année, quelque chose comme ça. On a beau stocker la vitamine D, un apport qui se fera que 2 fois dans l'année ou même 1 fois par trimestre par exemple, je ne suis pas favorable parce qu'il y a quand même... et puis ça demande ça demande à notre foie un effort de stockage finalement de la vitamine. Je pense que qu'il puisse la stocker, c'est très bien puisque en fonction de notre hygiène de vie, parce que la vitamine D, vous verrez que globalement, c'est pas tellement par l'alimentation qu'on va l'obtenir, mais par rapport à notre quotidien, c'est bien qu'on puisse la stocker, puisqu'en fonction de ce qu'on va faire dans la journée, on peut ne pas avoir de vitamine D, puis le fait de l'avoir stockée, on aura quand même un niveau qui sera correct, mais voilà, il faut que ça soit quelque chose qui se fasse plus sur 1 semaine éventuellement, mais pas sur 6 mois, donc je suis pas favorable forcément à la dose 1 fois tous les 6 mois. Mais voilà, donc ces vitamines-là, on peut donc A, D, E et K peuvent être stockées dans le foie ou dans les cellules adipeuses. Alors on va rentrer dans le détail. Je regarde mes petites notes pour voir si j'ai pas oublié de vous dire quelque chose. Donc c'est ça, on les stocke. Oui, alors sinon, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les vitamines, elles ont chacune leur propre
personnalité, leur propre fonction. Oui, on va revenir dessus, Annabelle. En effet, tu me dis l'été avec l'apport du soleil, est-ce que c'est suffisant pour la vitamine D? Je vais revenir dessus parce que la vitamine D, c'est un vrai gros sujet. Hein. Ouais, je vais... Ariane, ok, vitamine D par jour, combien j'en conseille? Pareil en été ou en hiver. On va revenir dessus aussi, ouais. Alors, donc comme je disais, chaque vitamine a sa propre identité, sa propre personnalité. Maintenant, il faut savoir que chaque vitamine, les vitamines, c'est pas si simple que ça, puisqu'elles fonctionnent vraiment main dans la main. Il y a vraiment une espèce de synergie entre toutes les vitamines. Et qu'elles ont beau avoir chacune une fonction spécifique et un domaine d'action spécifique, malgré tout, elles travaillent vraiment de manière... voilà, c'est vraiment en synergie, main dans la main. Et il y en a certaines qui... Bah, c'est ce qui fait que c'est parfois assez complexe d'ailleurs, mais il y en a certaines qui sont vraiment indispensables. C'est-à-dire que par exemple, la vitamine C... La vitamine C, par exemple, assure une bonne absorption du fer. Donc, voilà, si on est carencé en fer et qu'on booste notre apport en fer de façon idéalement naturelle via l'alimentation ou via un complément alimentaire, si on est carencé ou qu'on a un très faible taux de vitamine C, bah, ça ne va pas bien fonctionner. Pareil entre le calcium et la vitamine D. Donc ça, on reviendra dessus tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La vitamine E, par exemple, qui empêche la destruction de la vitamine A dans l'intestin. Donc voilà, si on a un bon taux de vitamine A, mais qu'on a une carence en vitamine E, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, ça marche pas très bien. Donc voilà. Alors, la vitamine A, on va commencer par la vitamine A. Donc la vitamine A, c'est vraiment la vitamine... des muqueuses, des yeux, de la vue, des membranes qui recouvrent les tissus autour des yeux, du nez, de la bouche, de la gorge, vagin, rectum, etc. C'est une vitamine qui est assez importante pour tout ce qui est plutôt de l'aspect, aussi l'aspect cosmétique, hein, l'aspect ouais, de l'aspect de notre peau. Donc la vitamine A. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Donc elle est favorable à une bonne croissance et à une bonne santé des os et des dents. Et puis voilà, elle va favoriser tout le système, tout l'équilibre du système de reproduction, le système immunitaire. Elle va booster la production de cellules qui vont être nécessaires pour lutter contre les infections. Voilà, donc voilà, alors une vraie grosse carence en vitamine A, c'est quand même extrêmement rare et surtout dans nos pays, mais peut entraîner un problème de vue et aller jusque même la cécité. Bon, c'est quand même pas le cas dans nos pays, mais c'est voilà, c'est important. Et donc au niveau de la peau, donc comme je parlais de la peau, ça va avoir un rôle assez important au niveau de la cicatrisation. Hein, ça va aider à la cicatrisation, tout ce qui est l'assainissement de la peau, ça va prévenir le vieillissement de la peau, donc bon, c'est pas négligeable, hein, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, ce qu'on appelle la beauté holistique, le in and out, et je suis assez convaincue et assez favorable à ça. Annabelle, je sais que tu partages mon avis, bien évidemment, en faisant des études en aromathérapie, on en est plus que convaincue, mais je pense clairement que la beauté c'est très relatif, mais en tout cas la beauté de la peau, c'est-à-dire le fait qu'on ait un teint clair, qu'on n'ait pas trop de cernes, qu'on n'ait pas les tissus relâchés, qu'on n'ait pas de problème d'eczéma, de psoriasis, je sais pas, plein de choses. Ça passe en premier par notre alimentation et par notre hygiène de vie, plus que d'aller se coller des crèmes X ou Y sur le visage où il y a globalement beaucoup de cochonneries, plus que de choses actives et intéressantes. Et la vitamine A donc fait partie
c'est une des vitamines vraiment essentielles au niveau de la peau par rapport à l'hydratation de la peau, etc. Absolument, la peau est le reflet de la santé. En effet, Annabelle, tout à fait. Généralement, ça rate pas. Enfin, je veux dire, quand on fait des... Alors après, ça peut être parfois c'est une voie de sortie, c'est un émonctoire. Donc parfois, il y a des choses, parce qu'on va aller travailler au niveau du système hépatique ou autre, on va aller faire un peu de détox ou autre, et ça peut sortir sur la peau, ça arrive. Mais généralement, oui, des gens qui ont une peau très abîmée, ou qui vont avoir l'eczéma, ou qui vont avoir des grosses cernes noires, des choses comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien et qu'en effet, on apprend en nutrithérapie, en médecine alternative, à déjà être capable, quand on rencontre un client la première fois, de regarder au niveau de au niveau de sa peau, au niveau de ses ongles, ses cheveux, etc. Et d'arriver parfois à déjà dire, tiens, il y aurait peut-être des carences dans pour telle ou telle vitamine ou oligo-élément. C'est pas facile, mais parfois il y a des choses qui sont assez flagrantes en fait. Hein. Donc la vitamine A, super importante pour notre peau, pour notre vision, pour le vieillissement et pour les yeux et tout ça. Donc voilà, le système immunitaire. Alors où est-ce qu'on en trouve? Alors il y a dans la vitamine A, ça va se trouver au niveau des rétinoïdes, des caroténoïdes, puisque ce sont différents formes. Alors les bêta-carotènes, comme on l'entend, on va en trouver beaucoup dans tout ce qui est fruits et légumes jaunes foncés, orange. Donc la carotte, c'est pas pour rien qu'on dit que la carotte, ça donne un joli teint, ou voilà, des choses comme ça. Ou tu auras les fesses roses qu'on disait quand on était enfant. Mais oui, la carotte, ça donne un teint. Bon, il faut en manger quand même beaucoup, mais oui. Donc la carotte, la citrouille, la patate douce, l'abricot, la pêche... voilà, ce genre de fruits ou de légumes. Les lycopènes, enfin le lycopène qui est contenu dans certains aliments, ça va être dans la tomate essentiellement. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Oui, tomate, après melon d'eau, goyave, etc. La tomate. Alors par contre, petite astuce, le lycopène, donc qui est la forme de vitamine A contenue dans la tomate, généralement les fruits, les légumes, il vaut mieux les manger crus ou peu cuits pour préserver les vitamines au maximum. Là, c'est un contre-exemple, puisque pour la tomate, le lycopène s'active et est extrêmement puissant quand il est cuit. Donc la tomate est intéressante cuite en sauce, voilà, etc. Une bonne sauce tomate faite maison, etc. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, ça n'empêche que la tomate crue est aussi très très bonne, mais pour activer cette partie-là, le lycopène, vaut mieux cuire la tomate. Le rétine, donc on comprend bien que là, essentiellement, au niveau de nos yeux, c'est super important. Bon, c'est un peu plus, entre guillemets, enfin, pour moi, c'est un petit peu plus complexe parce que je mange très peu de viande, voire pratiquement pas. Voilà, je suis pas végétarienne, mais bon, j'ai pas une consommation de protéines animales très soutenue. Et donc le rétinol, on va en trouver pas mal dans le foie au niveau de l'animal, dans le foie de veau, etc., etc. Dans le thon rouge, par exemple, ça c'est un peu compliqué en ce moment. Voilà, c'est pas le poisson qu'il faut consommer le plus, puis c'est des gros poissons que chargés en métaux lourds. Donc on évite d'en manger trop. L'huile de foie de morue. Mais c'est pour ça on faisait prendre de l'huile de foie de morue dans le temps aux enfants, puisque c'était extrêmement riche en vitamine A. Sauf que le goût, c'est pas génial. Alors maintenant, ils font des versions désodorisées, visiblement, qui sont quand même beaucoup plus faciles à absorber. Donc pour quelqu'un qui serait carencé en vitamine A, on peut prendre de l'huile de foie de morue désodorisée. Dans le beurre, les poissons gras, le fromage, les œufs. Donc pour quelqu'un qui consomme peu de protéines animales mais qui va consommer des œufs par exemple, hein, ce qui est globalement mon cas, voilà, bon là il y aura de la vitamine, enfin il y aura la partie, le rétinol, c'est une des composantes de la vitamine A, pas une des composantes,
Je sais pas, je trouve pas le mot, ça reviendra. Voilà. Puis après, on trouve de la pro-vitamine A dans l'ail, le piment de Cayenne, voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a dans les légumes à feuilles. Quand on dit les légumes à feuilles, c'est les légumes à feuilles vert foncé. Donc ça va être le brocoli, ça va être des épinards, du kale. Enfin, le brocoli moins, en fait, c'est plutôt épinard kale. Le brocoli, ce sont des crucifères, mais il y en aura aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans les œufs? Poisson gras. Voilà, en gros, c'est ça. Donc voilà pour la vitamine A. Si vous avez des questions sur la vitamine A, allez-y. On pourrait dire plein de choses. Hein. Alors, je vais garder la vitamine D pour la fin. Hein, je pourrais le faire dans l'ordre alphabétique, mais je vais la garder pour la fin, en fait. Je vais tricher un peu. Alors, la vitamine D... ah non, je la garde pour la fin, puis j'embarque, moi. La vitamine E, donc. La vitamine E, ben, on en a besoin donc, pour assurer la santé du système de reproduction, système nerveux, les muscles. Elle va aider aussi la vitamine E, donc c'est un puissant antioxydant, c'est ce que j'ai dit. Elle aide à l'absorption de certains minéraux, dont le calcium. Et donc, en fait, un faible taux de vitamine E va conduire à une carence en calcium. Donc, et donc, donc mauvaise santé des os, des dents, du rachitisme chez l'enfant, etc. Non, je parle de la vitamine D là. Décidément, je devais vous parler de la vitamine D en deuxième. Je suis embarquée. N'importe quoi, c'est pas ça la vitamine. Bon, on recommence. La vitamine E, la D, je la garde pour la fin. La vitamine E, donc on a besoin de vitamine E pour assurer une bonne santé du système de reproduction nerveux et muscles. On va trouver essentiellement la vitamine D dans tout ce qui est les huiles végétales, les graines, les noix, qu'est-ce qu'il y a d'autre voilà, ça va être ça, l'avocat, l'huile d'olive extraordinaire. Donc ça protège toutes les membranes cellulaires, ça entretient la santé de la peau et des yeux aussi, et ça favorise, ça booste et ça fortifie le système immunitaire. Donc toujours donc comme je l'avais dit au début, ça lutte contre les radicaux libres et ça évite à des substances toxiques de se développer au niveau de notre organisme et qui pourraient attaquer les tissus de notre organisme. Voilà, en gros c'est ça pour la vitamine E. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Pareil au niveau de la peau, une belle hydratation, une bonne cicatrisation. Et voilà, donc on va trouver ça dans les huiles, beaucoup, les huiles et puis tous les oléagineux. L'huile de germe de blé, par exemple, est très riche en vitamine E. L'avocat, l'huile d'avocat, on peut utiliser l'huile d'avocat aussi en assaisonnement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, et puis après, les amandes, les noisettes, toutes ces choses-là, pour la vitamine E. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la vitamine E? Alors, comme je disais, donc il y a tout le, il y a le système il y a tout le système immunitaire, etc. Je disais aussi que ça assure une belle santé du système reproducteur. Pour la femme, par exemple, ça va aider à régulariser le cycle menstruel, à soulager les douleurs du syndrome prémenstruel. Ça participe à la prévention des fausses couches, de la fertilité, etc. Pour les femmes en période de ménopause, ça va aider aussi pour tout ce qui est symptômes comme les bouffées de chaleur, les sautes d'humeur, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment intéressant de manière générale. Il faut en avoir un bon apport. Donc des huiles de bonne qualité, de belle qualité. Donc voilà, toutes des bonnes huiles comme l'huile d'olive, mais l'huile de germe de blé, de tournesol, d'avocat seront intéressantes à incorporer dans notre alimentation pour avoir un bon apport en vitamine E. Et puis après, comme je disais, tout ce qui est oléagineux, les amandes, etc., tout ce qui est graines, donc les graines, tout ce qui est je sais pas, graines de sésame, citrouille, tournesol, toutes ces choses-là. Voilà. Ça, c'est la vitamine E. Voilà, si vous avez des questions sur la vitamine E.
La vitamine K, alors la vitamine K, en fait, elle est nécessaire à la production des facteurs coagulants. En fait, le K c'est le cas de coagulation, mais c'est en allemand parce que je pense que c'est un chercheur ou un biologiste allemand qui avait découvert la vitamine K. Donc c'est coagulation, mais écrit avec un K hein, comme en allemand. Donc la vitamine K, elle va être nécessaire à la fabrication, à la production de ces facteurs coagulants. Et donc une carence en vitamine K, un faible taux en vitamine K pourrait provoquer des troubles de coagulation, des hémorragies, des ecchymoses, etc. Donc c'est quand même assez important d'avoir un bon taux de vitamine K. La vitamine K au niveau de la peau, par exemple, c'était sur la vitamine K où justement une carence en vitamine K peut y avoir les gens qui sont très cernés, qui ont des cernes foncées sous les yeux. Souvent, il y a un souci avec la vitamine K. Donc d'essayer de se supplémenter, de se supplémenter. Déjà d'avoir un bon apport en vitamine K dans son alimentation, et puis d'aller éventuellement prendre des compléments alimentaires si vraiment il y a une carence qui est importante. Ça va fonctionner aussi sur la solidité des dents, des os. Elle va aussi, en combinaison avec la vitamine D, augmenter la densité osseuse, réduire les fractures. On voit d'ailleurs assez souvent dans les compléments alimentaires, on voit assez souvent la vitamine D combinée avec la vitamine K en fait. Souvent à la vente, les deux sont vendus ensemble. Donc voilà. Alors on va trouver ça pas mal dans les. Alors je disais par exemple pour la vitamine K, pour ceux qui ont des cernes, j'en parlais la semaine dernière sur les smoothies et les jus et le fait de mettre des épinards hein, régulièrement dans nos smoothies ou nos jus. Et que les gens, et je pensais à quelqu'un, je pensais en particulier à Élise qui me disait qu'est-ce que je peux faire, j'ai des cernes tout le temps, j'ai des cernes noires sous les yeux. Bah, essaye d'augmenter ta consommation de vitamine K déjà via l'alimentation, donc beaucoup d'épinards. Et c'est vrai que les mettre dans un smoothie, dans un jus, c'est une façon déjà d'en consommer une bonne partie. Et puis tout ce qui est le persil, le basilic, le chou kale, qu'est-ce qu'il y a d'autre la betterave aussi. Le brocoli, qu'est-ce que j'ai déjà dit, chou de Bruxelles. Voilà, en gros c'est ça. Ça va être pour la vitamine K. Ensuite, donc, si on n'avait pas d'autres questions, on va finalement arriver à notre vitamine D. J'essaie de ne pas me mélanger. Alors, la vitamine D, hop, je l'avais mise ici. Voilà. Alors, la vitamine D, elle va être essentielle pour une bonne santé de nos os et de nos dents. Et voilà, c'est vraiment les os, les dents, il faut penser à la vitamine D. Oui, voilà, parce que souvent, quand on pense aux os ou aux dents, on pense au calcium, sauf que la réponse, elle est pas complète. Si on ne pense qu'au calcium, il faut penser à la vitamine D. Donc, on peut consommer tout le calcium du monde en se disant que c'est bon. Et puis, c'est vrai que moi, ça me fait un peu parfois sourire parce que on a quand même tous été formatés et on est tous convaincus qu'il faut une bonne quantité de calcium pour avoir des os solides, des dents solides, etc. Sauf que la plupart du temps, on ne fait pas attention à notre taux de vitamine D et notre apport en vitamine D. Et donc, ça fonctionne pas, en fait. Donc, et le calcium, en plus, bon, petit aparté, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans les produits laitiers. Il y en a beaucoup plus et il est bien mieux assimilable dans les végétaux que dans les produits laitiers. Ça, c'était un aparté. La vitamine D aussi aide à l'absorption de certains minéraux, donc comme je l'évoquais là, le calcium. Voilà, donc une très grosse carence en vitamine D engendrerait du rachitisme. C'est pas le cas dans nos pays la plupart du temps, mais ça pourrait engendrer du rachitisme. La vitamine D. Alors la vitamine D,
Alors sinon, au niveau digestif, c'est assez important aussi ça permet d'avoir une bonne santé digestive et de maintenir notre côlon en bon état. Au niveau de la peau, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt au niveau de la vitamine D. C'est pas comment, la vitamine la plus importante au niveau de notre peau. Par contre, au niveau de la... alors attendez, que je me mélange pas dans ce que... Hein. Oui, alors après, par rapport au système immunitaire, c'est vraiment, ça agit comme une hormone. En fait, la vitamine D, d'ailleurs, on l'appelle vitamine D à tort, puisque c'est plutôt une hormone. Donc, elle est anti-infectieuse, elle booste le système immunitaire, donc... elle a... oui, c'est ça. En gros, ça va être ça. Il faut savoir que la vitamine D... alors, où est-ce qu'on la trouve, la vitamine D? La vitamine D, on va la trouver... Mais les sources de vitamine D d'un point de vue alimentation sont très 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 faibles. On va la trouver plutôt dans les poissons, les poissons gras, les œufs. Après, il y a des aliments qui sont supplémentés en vitamine D par l'industrie, mais voilà, c'est pas de la vitamine D qui est contenue naturellement dans l'aliment. Mais la vitamine D, alors, j'en viens aux questions qu'on m'a posées. Donc, elle est créée comment? En fait, la vitamine D, elle est créée par la réaction des rayons du soleil, des UVB, sur notre peau, en fait. Donc, c'est les UVB au contact de notre peau qui vont fabriquer, je le fais de façon simple parce que c'est un petit peu compliqué toute cette réaction, mais globalement, voilà, le soleil sur notre peau permet de fabriquer de la vitamine D. Alors, il y a c'est là qu'il y a plusieurs problèmes qui rentrent en considération. Il faut du soleil. Il faut du soleil sur notre peau. La majorité des gens habitent à des latitudes qui ne favorisent pas suffisamment de soleil, et surtout en hiver. En fait, voilà, le soleil en hiver va être très bas, très rasant, donc les rayons sont pas assez forts sur notre peau. Donc des endroits, la France, c'est pas ici à Montréal, c'est pas génial non plus, même si on est au niveau de la latitude, on doit être à la même latitude que Bordeaux, donc c'est pas parce qu'on a froid que voilà, la latitude. Mais globalement, à part les gens qui vivent relativement proches de l'équateur, on est tous quasiment carencés en vitamine D. Et donc, pour avoir un apport en vitamine D, via l'alimentation, comme je le disais, il y en a très 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 peu. Sauf de consommer des aliments qui seraient supplémentés par l'industrie agroalimentaire en vitamine D, mais c'est pas l'idée. Au départ, on essaye d'aller le chercher de façon naturelle, même si, ce que je vais vous dire, va pas forcément dans ce sens-là après, mais bon. Donc la vitamine D, c'est le soleil. Donc déjà, les rayons du soleil, donc, comme je l'expliquais, sont relativement bas. Donc on n'a pas la dose qu'il faut. En plus, il faut exposer de la peau. Donc quand il fait froid en hiver, même si c'est ensoleillé, même si on va dehors, c'est pas parce qu'on a ça qui sort entre le bonnet, le truc, l'écharpe, les gants, le truc, parce qu'il fait froid. S'il n'y a que ça qui sort, il n'y a pas assez de peau exposée au soleil pour assimiler... pour avoir des rayons et pour transformer ça en vitamine D. Et puis, la plupart du temps, alors donc ça c'est l'hiver, mais même quand il commence à faire beau et l'été, la plupart du temps, les gens se beurrent de crème pour éviter d'attraper des coups de soleil, parce qu'on sait bien qu'en effet, c'est très mauvais d'attraper un coup de soleil. Mais sauf qu'en mettant plein de crème solaire, on met une vraie grosse barrière entre le soleil et notre peau, et donc on ne peut pas fabriquer de vitamine D. Ça semble logique. Donc vous allez me dire, on fait comment? Alors on fait comment? C'est mon point de vue que je partage. Pour moi, le soleil, on en a besoin, et notre peau, elle en a besoin. Donc on ne s'expose pas pendant des heures au soleil en se beurrant de crème solaire qui globalement, la plupart du temps, va être composée de plein de cochonneries encore et de produits
dérivés de l'industrie pétrolière, j'en passe et des meilleurs, et vous commencez à connaître mon discours. Donc on évite ça. Bon, quand on n'a vraiment pas le choix parce qu'on va faire une marche à l'extérieur et qu'on va rester un long moment dehors et qu'il y a le soleil qui tape, oui, on se protège. Mais sinon, déjà on se met un chapeau, etc. etc. Puis l'idée, voilà, c'est plus de protéger notre corps que de se mettre 3 tonnes de crème. Mais sinon, idéalement, on devrait s'exposer. Alors tous les jours, ça dépend du climat, ça dépend de l'endroit où on vit. Mais dès qu'on peut, il faudrait s'exposer tous les jours en exposant quand même pas mal de, au moins les bras, le décolleté, le visage, un peu les jambes si on peut, etc. Et là, il faudrait ne pas mettre de protection. Donc on ne s'exposerait pas aux heures où le soleil est plus fort, mais on peut s'exposer dans l'après-midi ou en fin de matinée. Mais on s'expose peu de temps en fait. C'est-à-dire que idéalement, on s'expose, 15 minutes, on reste 15 minutes dehors et puis ça suffit, 15-20 minutes. Et normalement, sauf personne qui a une peau extrêmement fragile, sensible, etc., mais 15-20 minutes, on ne va pas attraper de coups de soleil, on va pas, ça ne sera pas nocif, ça sera justement très très bénéfique pour notre peau. Donc en fait, c'est ça qu'il faudrait faire tous les jours. C'est rarement le cas puisque comme je dis, ou bien en fonction de la saison et de l'endroit où on habite et puis de nos contraintes professionnelles, etc., c'est difficile, ou bien prendre un complément alimentaire. Et donc ça je l'ai évoqué au tout début, la vitamine D, c'est le seul complément alimentaire, la seule vitamine que j'impose pas parce que chacun fait ce qu'il veut, mais que voilà, j'impose à mes clients, à ma famille, à tout le monde. C'est une vitamine qui est indispensable. Alors, j'espère que c'est clair pour vous. Dites-moi si tout vous semble clair et limpide. Donc après, la vitamine D, combien on en prend, comment on la prend en fonction de l'été, de l'hiver, etc. Alors, on a vu que c'était une vitamine qui se stockait puisqu'elle est liposoluble, donc on peut si on en consomme un peu trop, c'est pas grave, notre corps va la stocker et justement on la gardera pour les moments où on est un petit peu carencé. Ce qu'on peut faire, excusez-moi, c'est faire une prise de sang. En France, on peut aller dans un laboratoire, demander à faire le dosage en vitamine D, demander son dosage en vitamine D, ça coûte une 15aine d'euros et on sait où on en est. Même si, les professionnels de la santé, les médecins, les scientifiques, tout le monde, globalement, les gens, on a du mal à légiférer sur la fourchette dans laquelle on doit se situer. Ils ne sont pas tous d'accord, ils ne sont pas tous vraiment d'accord. Mais bon, de toute façon, généralement, tout le monde est carencé. Donc, ce n'est pas très compliqué. 75% de la population mondiale est carencée en vitamine D. Donc, voilà, globalement, à moins de vivre autour de l'équateur, je pense qu'on est tous à peu près dans le même sac. Ou des gens qui ont des métiers, qui sont à l'extérieur toute la journée. Peut-être que là, en effet, il n'y a pas de carence. Mais sinon, on est tous carencés. Donc, de prendre la vitamine D, donc c'est important. Donc, on prend de la vitamine, alors il y a plusieurs formes. Globalement, celle qu'on trouve pour se supplémenter, c'est de la D3. La vitamine D3, celle qui va être le mieux absorbée, mieux assimilée par notre organisme. Et voilà. Et oui, ce que je voulais vous dire aussi, la vitamine D, si vous commencez à aller faire des recherches sur la vitamine D, vous allez vous apercevoir que c'est une vitamine qui est... Il y a beaucoup d'articles, beaucoup de recherches qui sont faites sur la vitamine D. Et... excusez-moi, sur la vitamine D. Et en fait, elle rentre en considération dans pas mal de choses. En fait, on s'aperçoit dans pas mal de maladies de civilisation, ce qu'on appelle les maladies de civilisation, le diabète, les cancers, maladies cardiovasculaires, etc. Dans tout ce qui est les maladies comme l'autisme aussi,
Ah, je cherche une autre maladie que je n'en trouve pas. Mais Parkinson, Alzheimer, etc. Enfin, il y a énormément d'études qui montrent que tous les gens qui ont ces maladies sont carencés en vitamine D. Alors, je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que parce qu'on est carencé en vitamine D, on va obligatoirement avoir Alzheimer, un cancer ou du diabète ou je ne sais pas quoi. C'est pas ce que je suis en train de dire. Et ça rejoint un petit peu l'idée du début, c'est-à-dire que les vitamines, elles agissent toutes les mains dans la main en synergie. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que comme par hasard, les gens sont toujours carencés en vitamine. Une grosse majorité de la population mondiale est carencée en vitamine D, et que dans les maladies que je viens de citer, on s'aperçoit que les gens sont toujours carencés en vitamine D. Donc il y a certainement quelque chose à faire, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va prendre de la vitamine D qu'on n'aura pas ce genre de maladie, mais peut-être que c'est certainement un cofacteur pour essayer de préserver une bonne santé. Et c'est une des vitamines les plus importantes. Pourquoi on en parle peu? Pourquoi? Parce que ça rapporte pas grand-chose à qui que ce soit, la vitamine D, ça coûte vraiment pas cher, les compléments en vitamine D. Donc voilà, ça rapporte rien, ça intéresse pas, ça coûte rien. Donc, parce qu'un flacon de vitamine D, c'est vraiment pas très cher, ou une boîte des comprimés de vitamine D, c'est vraiment pas très cher. Donc voilà, je pense que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant à vendre. Donc je pense que c'est une des raisons pour laquelle on ne parle pas forcément beaucoup de la vitamine D. Mais voilà, c'est extrêmement important et il faut donc se supplémenter. Alors, je ne sais pas si vous êtes toujours là, enfin si les personnes qui m'ont posé des questions, donc Annabelle, tu m'avais posé, qu'est-ce que tu m'avais demandé? Attends, par rapport à la vitamine D, tu m'avais dit, je ne sais plus. Tu m'avais dit, l'été avec l'apport du soleil, est-ce que c'est suffisant? Et Ariane, tu m'avais demandé combien de vitamine D par jour, et pareil en été ou en hiver. Donc bon, j'y ai répondu un peu partiellement, je ne sais pas si pour vous c'est clair, mais alors l'été, l'hiver, l'été, on pourrait dire qu'on a besoin de moins de vitamine D en été qu'en hiver, ce qui semblerait logique. Maintenant, ça va dépendre un petit peu de notre façon de vivre, hein, c'est ce que j'explique. C'est-à-dire que si c'est l'été, mais que finalement on passe notre journée enfermé dans notre bureau ou à la maison, ça a beau être l'été, on ne s'expose pas forcément plus. Ou si, quand on s'expose, on se tartine de crème solaire pour se protéger des rayons, super, mais du coup, les rayons du soleil, les UVB, ne font pas leur travail sur notre peau pour fabriquer notre vitamine D, pour qu'on ait un bon taux de vitamine D. Donc l'été, on pourrait dire que non, on n'a pas besoin de se supplémenter autant qu'en hiver, mais si donc on est enfermé ou qu'on se met beaucoup de crème, si, peut-être qu'il faut continuer à se supplémenter autant. Moi, personnellement, je me supplémente un peu moins l'été, mais c'est vrai que je m'expose peu. En fait, moi, ma politique depuis pas mal d'années, en effet, c'est de ne pas m'exposer directement au soleil, de ne pas mettre de crème. Je ne mets pas de protection. J'ai un petit agent protecteur dans la crème que je mets sur mon visage, mais qui est une crème que je fais moi-même. Et là, il y a une petite protection qui est dedans, qui est justement grâce à par exemple, il y a certaines huiles comme l'huile de framboisier, la vitamine E aussi. Il y a dans la composition de la crème, il y a des facteurs protecteurs de rayons. Donc là, la crème que j'ai sur le visage, oui, va me protéger un petit peu, mais sur le corps, non, je ne mets pas de protection solaire. Je m'expose rarement directement au soleil, pas longtemps, mais plutôt l'été, si je suis en vacances, oui, je vais me mettre au soleil, mais c'est ça va plutôt être 20 minutes, une demi-heure, et sans protection. Et du coup, je vais avoir mes UVB pour ma vitamine D. Puis après, sinon, je reste tranquillement à l'ombre et c'est pas plus mal. Et voilà, c'est très agréable pour la peau et il n'y a pas besoin de s'exposer et de se faire rôtir là. Et il vaut mieux s'exposer moins sans crème, enfin beaucoup moins sans crème que de se faire dorer avec de la crème solaire qui est quand même généralement composée de pas mal de cochonneries et qui ne va pas nous aider au niveau de notre vitamine D. Donc l'été, généralement, je me supplémente moins. Quand je suis en vacances, même souvent, je ne l'emporte pas avec moi, puis basta. Puis comme je vous disais, comme c'est une vitamine qui se stocke dans notre foie, dans nos cellules adipeuses, si le reste du temps on a un bon apport, c'est pas parce que pendant 15 jours on n'en prend pas que ça va poser un problème, surtout donc si on s'expose au soleil.
Et puis sinon le reste de l'année, et même en été, si je suis comme là en ce moment, enfin c'est pas vraiment l'été, mais là des jours comme en ce moment où il fait beau peut-être, mais globalement je suis chez moi, je travaille, donc j'en prends. Voilà, c'est un peu de faire sa petite... Après, combien? Alors, il faut regarder aussi, qu'est-ce que tu dis Annabelle pour les huiles? Germes de blé et karité aussi, sinon on rajoute de l'oxyde de zinc, oui en effet, ouais. Ouais, germes de blé. Mais j'avais vu passer une publication, je sais plus si c'est toi, enfin, je pense que c'est Noble Essence qui l'avait partagé, et puis il y a quelqu'un qui l'avait relayé. Est-ce que c'est toi ou Déborah de chez Hippie Sweet Home? Je ne sais plus. Enfin, j'ai vu passer en effet l'indice de protection en fonction des huiles. J'avais retenu que l'huile de framboisier était très très protectrice. Donc germe de blé, karité aussi. Et en effet, on peut rajouter dans des crèmes qu'on fait soi-même, on rajoute de l'oxyde de zinc et ça va. C'est ce qu'on met dans une crème quand on veut lui donner un indice de protection au niveau du soleil. Voilà. Mais ouais. Et donc, ah oui, alors la quantité de vitamine D. Alors ça, c'est un vrai sujet. On reste encore avec des dosages. Alors, les dosages, ça peut être des... Alors, faut regarder. La plupart du temps, de plus en plus, on fonctionne en unité internationale. Donc, en fait, on va voir que quand on achète de la vitamine D, ce sont des comprimés ou des gouttes. Ah oui, SPF 40 pour le framboisier. Ok. Ok. Ouais, donc ça, c'est intéressant d'avoir ce genre d'huile dans nos crèmes pour avoir une protection si on veut sur le visage, parce que le visage quand même est potentiellement un peu plus, peut-être un peu plus, il faut faire attention aussi parce que au niveau de la peau et des rides, etc. Et puis enfin au niveau du cancer, mais du cancer de la peau, mais même au niveau de l'aspect de notre peau, faut pas trop s'exposer. C'est toujours sympa d'avoir bonne mine, mais si on s'expose trop souvent au soleil, la peau du visage, c'est pas génial. Donc pour la vitamine D, oui, donc généralement, alors on peut la trouver sous forme de petits comprimés ou en gouttes. Moi j'aime bien la formulation de la goutte parce que toujours il y a un corps gras avec, puis on sait que c'est une vitamine liposoluble. Et ouais, on y revient. Donc finalement, celles qui sont proposées avec du gras, bah, il y aura le gras déjà avec la vitamine D pour une meilleure absorption. Sinon, si on prend un comprimé par exemple, bah, essayez de faire attention à avoir un apport de gras en même temps au niveau de notre repas. Donc voilà, surveiller qu'il y ait du gras, du bon gras avec, une bonne huile, ça dépend à quel moment de la journée on le prend. Si on le prend le matin au petit déjeuner, il suffit d'avoir un apport avoir quelques oléagineux, des amandes, des choses comme ça suffira. Donc voilà, comprimé ou goutte, peu importe ça, chacun prend la façon dont il a envie de la prendre. Moi, le côté goutte, j'aime bien. Le côté goutte, c'est très pratique pour les jeunes parce que ils n'arrivent pas toujours bien à avaler des comprimés, même si généralement les comprimés de vitamine D sont tout petits, mais bon, voilà. Donc moi, je rajoute ça ou dans le overnight pudding ou pour les enfants, si je leur fais un smoothie le matin, je peux mettre les gouttes dedans. Donc voilà, ça se prend assez facilement. Donc généralement le dosage, donc ça peut être des microgrammes. Ouais, ça doit être microgrammes. Moi je sais que je fonctionne qu'avec, et de plus en plus j'ai l'impression que c'est ça, avec ce qu'on appelle l'unité internationale. Donc c'est un grand U et un grand I. Ici, en Amérique du Nord, généralement c'est une goutte ou un comprimé, ça correspond à 1000 unités internationales. En France, c'est pas toujours le cas. Parfois, c'est moins dosé. Il faut regarder. Bon, parfois, on a des dosages à 400 unités internationales pour un comprimé ou pour une goutte. C'est juste du grand n'importe quoi. Enfin, je veux dire, ça suffit pas. Il faut prendre des doses beaucoup plus importantes. Les recommandations au niveau des vitamines D sont souvent complètement sous-évaluées. Alors après, on lira tout et son contraire. La vitamine D, il y en a qui diront voilà 400 unités par jour ou voire 1000, maximum 1000. Et puis il y a quand même beaucoup de scientifiques, beaucoup de médecins, beaucoup de chercheurs, etc.,
qui aujourd'hui disent que le dosage qu'on recommande pour la vitamine D est beaucoup trop faible et qu'il faut en consommer beaucoup plus. C'est ce que je fais, c'est ce que font beaucoup de naturopathes, de nutrithérapeutes, des médecins aussi, beaucoup de chercheurs. Et ces gens-là, généralement, on est plutôt sur des dosages. Alors pour un adulte, pour un enfant, et en fonction de l'âge de l'enfant, ça sera moins. Mais moi, je suis plutôt en hiver, je vais être à 4000 unités, 4-5 000 unités par jour. Et puis là, maintenant, je vais plutôt être à 1000 ou 2000. Ouais, 1000-2000. Et puis au moment où, si pendant l'été, il y a un moment où je m'expose au soleil parce que je suis en vacances et que je suis dehors, etc., bah, comme je disais, je ne vais pas en prendre pendant 15 jours. Et puis voilà. Mais c'est plutôt pour moi, le grand minimum, c'est 2000 par jour. Et puis monter à 4-5 000 facile pour un adulte, il n'y a pas de souci. Puis ça c'est pareil, ça dépend de l'âge, ça dépend de plein de choses. Un adulte, à partir de 50 ans, il faut vraiment qu'il y ait un bon dosage en vitamine D, il faut un bon apport en vitamine D, c'est hyper important. Donc on est à 5 000 grand minimum, enfin 4-5 000 grand minimum, en tout cas sur les périodes plus hivernale, plus froide, etc. et peu ensoleillée, ou en tout cas peut-être ensoleillée, mais on ne s'expose pas. Mais l'idéal est d'aller faire un dosage, d'aller faire une prise de sang pour avoir son dosage en vitamine D. Ça donne une belle idée d'en faire un à la sortie de l'hiver, là, comme, bon là c'est peut-être un peu tard, ça dépend où on habite, et un autre après, à la fin de l'été, début d'automne, pour voir justement un petit peu l'incidence de ce que nous apporte le soleil qu'on pourrait prendre l'été, mais aussi à la fin de l'hiver, souvent, justement pour les gens qui ne se supplémentent pas, généralement c'est un peu catastrophique, c'est là que le taux est extrêmement bas. Et oui, l'été, si les gens s'exposent et vont dehors, on va réussir à faire remonter le taux. Généralement, s'il n'y a pas de supplémentation et s'il n'y en a jamais, on ne remontera pas le taux à un niveau suffisant, mais quand même, on va réussir à le faire remonter. Mais voilà, ça donne déjà une première idée. Et de faire une prise de sang une fois par an ou tous les 2 ans pour essayer d'évaluer son niveau de vitamine D, voilà, c'est une bonne chose. Donc voilà, mais il n'y a pas de souci à enfin il n'y a pas de souci. Il y a plutôt obligation à se supplémenter en vitamine D pour tout le monde. C'est vraiment la vitamine qu'il faut aller prendre parce que on l'a quasiment pas dans notre alimentation, c'est infime. Et donc le soleil, on l'a pas tout le temps et pas assez de toute façon. Et voilà, et les carences sont souvent énormes. Et puis en plus, voilà, c'est la vitamine D, elle est appelée à tort vitamine. Elle a été appelée vitamine, puis on l'a laissée dans les vitamines, mais c'est un peu plutôt une hormone. Donc elle envoie des messages et elle a vraiment un rôle assez complexe au niveau de notre organisme. Elle intervient dans pas mal de choses. Et comme je le disais, il y a énormément de recherches, beaucoup de travaux qui prouvent que elle a une fonction dans beaucoup de réactions métaboliques dans notre santé globale, et que d'être carencé en vitamine D, la carence en vitamine D se retrouve dans beaucoup de pathologies. Donc je pense que s'il y a bien quelque chose à prendre, c'est la vitamine D. Donc voilà pour les vitamines liposolubles. Et comme je m'en doutais, on ne fera que les liposolubles puisque ça fait un peu plus d'1 heure que je vous parle et que j'ai décidé que j'allais essayer de me concentrer un peu plus. Et aussi que j'avais envisagé d'arrêter peut-être après la période de confinement, de faire ces Facebook Live. On m'a dit non, il ne faut pas arrêter, donc bon, ok, j'arrête pas. J'avais envisagé peut-être de le faire qu'une fois par mois, puis on m'a dit non, il faut faire 1 fois par semaine, ok. Mais par contre, je vais essayer d'être plus concise et de faire quelque chose de plus court et d'essayer de me tenir à peu près à 1 heure. Et je vais surtout certainement changer l'horaire. J'allais dire l'horaire, pour avoir un horaire qui correspondra un petit peu plus de rien à Ariane. Alors j'espère que c'est un peu plus clair pour toi. J'espère que j'ai répondu à ta question sur la vitamine D. Sinon, demande-moi. Et donc je pense comme horaire changer et passer à midi en fait pour Québec et 18h pour la France, parce que je pense que c'est un horaire qui correspondra mieux à un retour au travail et à une vie active. C'est vrai que tant qu'on était tous enfermés et confinés et que c'était encore l'hiver, surtout pour nous, c'était
voilà, 10h30 ou 16h30 pour la France, ça allait bien. Mais que maintenant, finalement, en France, 16h30, je suis un peu en plein milieu de l'après-midi, c'est pas forcément génial. Ici, bah, c'est pas pratique pour tout le monde. Midi, je me dis que les gens qui travaillent, bah, ils sont en pause lunch et puis qu'éventuellement, ils peuvent manger en m'écoutant. Voilà. Donc, non, n'arrête pas. Merci Annabelle. Bon, bah, j'arrête pas, promis. Mais il va falloir me donner des idées. Bon, alors là, je suis embarquée parce que c'est bien, j'ai fait que les vitamines liposolubles. Donc, comme si vous avez bien suivi au début, eh ben, il y a les vitamines hydrosolubles. Puis après, on parlera des minéraux et des oligo-éléments. Il y a encore plein de trucs à dire. Voilà. Donc, puis si vous avez des idées, bah, allez-y, envoyez-moi des mails, des messages, tout ce que vous voulez. Si vous avez des idées, puis c'est des choses que je me ferai une petite liste et que j'aborderai bah, dans une semaine, dans 15 jours, dans 3 semaines, peu importe. Dernière petite chose, Flore. Alors Flore, je sais pas si... Bah oui, Flore, tu m'as expliqué maintenant avec tes enfants qui ont des cours en ligne, c'est un petit peu compliqué de me suivre en direct. Et justement, midi te conviendrait beaucoup mieux. Mais tu m'avais posé des questions pendant la semaine. Donc, entre autres, c'est toi qui m'as mis sur la piste des vitamines, donc intéressante. Et tu m'avais demandé de parler de livres que je pourrais vous conseiller si vous voulez creuser un peu plus. Alors, c'est comme vous avez vu, les livres, j'en ai beaucoup. Il y en a aussi pas mal sur ma table de chevet. Il y en a un peu partout. Et c'est pas évident de vous conseiller un livre en particulier parce que ça dépend sur quel sujet vous voulez vous renseigner, vous documenter. J'en ai sorti quelques-uns tout à l'heure de ma bibliothèque. Mais vraiment quelques-uns, puis au hasard, enfin pas au hasard, enfin en même temps si je les ai, c'est que globalement je les aime bien, mais... Alors Annabelle, tu me dis alimentation anti-inflammatoire et inflammatoire, alcalinisante ou acidifiante. Ok, ça ce serait les sujets abordés. Ouais, bah oui bien sûr, en plus ça c'est vraiment la base aussi, hein. Parce que l'acidité de notre organisme et l'inflammation au niveau de notre organisme, bah c'est le lit pour toutes les maladies, tous les problèmes qui arrivent après. Alors, celui dans lequel je vais le plus souvent, tiens, voilà, ma Bible. D'ailleurs, ça s'appelle ma Bible. Ma Bible, et Annabelle, je ne sais pas si tu l'as, j'imagine que tu l'as, ça me semble assez évident, mais j'aime ce livre et je trouve que ce soit pour monsieur, madame lambda qui a envie un petit peu d'embarquer sur... alors là, on ne parle plus d'alimentation, on parle d'aromathérapie, mais qui s'intéresse aux huiles essentielles, etc., c'est un livre à posséder. Et puis même pour nous qui suivons une formation en aromathérapie professionnelle, c'est la base, c'est la Bible. Donc c'est ma Bible des huiles essentielles de Daniel Festi, qu'on trouve ici au Québec aussi très facilement. Moi je l'ai acheté, moi je l'avais acheté en France, mais je sais que chez Noble Essence ils l'ont, ou ils l'avaient en tout cas. Super bien fait ce livre. Bon, au début, on a toutes les principales huiles essentielles. Et après, en fait, par ordre alphabétique, on a les problèmes qu'on peut rencontrer, je sais pas, au hasard, pof, nez bouché, nez qui coule. Et donc, on a il y a toujours une huile essentielle qui est citée. La principale à aller chercher pour enrayer le problème, mais pas une synergie, juste une huile. Puis après, il y a des formules plus complètes avec plusieurs huiles, etc. Voilà, moi je trouve que, voilà, genoux, douleur, Golteri. Bah ouais, la Golteri, moi ça m'arrive souvent d'avoir des douleurs de mes genoux, et la Golteri, c'est la base et ça fonctionne super bien. Et après, il y a une formule plus complète, Golteri, eucalyptus citronné, menthe poivrée avec de l'huile végétale d'arnica. D'ailleurs, c'est pas une huile végétale, c'est un macérat, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est Annabelle, ouais, c'est une encyclopédie, c'est la base. J'en ai d'autres qui sont très intéressants au niveau de l'aromathérapie, mais ça c'est la base. Si on s'intéresse un peu aux huiles essentielles, qu'on a envie de se documenter un petit peu, c'est la base, puis c'est bien fichu, c'est pratico-pratique, c'est bien docu, enfin c'est voilà, puis c'est clair, hein, parce que parfois il y a des trucs, c'est compliqué, voilà.
Donc ça, quelqu'un qui voudrait avoir une vision un peu large et un peu comprendre en quoi ça consiste, etc., de la naturopathie, nutrithérapie, naturopathie, des bouquins que j'aime bien parce que c'est... Parfois, on se dit, oh, c'est un peu... Enfin, j'aime bien toute la collection des 1 pour les nuls. Donc là, la naturopathie pour les nuls. Voilà, c'est une bonne façon d'aborder les choses, de commencer à décrypter les choses. Ça va permettre aussi comment dire, d'éclaircir certaines choses. Bah justement, alcalinisant, acidifiant, qu'est-ce que ça veut dire? Les gens, quand on n'est pas dans le métier, on ne sait pas forcément ce que c'est. L'index glycémique, donc la glycémie, l'hyperglycémie, l'hypoglycémie, la sécrétion d'insuline, etc. C'est comment ça fonctionne. Je sais pas, il y a plein de choses. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le gluten, voilà. Puis après, bah justement, les bases, hein, les macronutriments, lipides, glucides, protéines, les micronutriments, les vitamines, etc. J'imagine que c'est par là aussi, oui, voilà. Voilà. Hein, on parle aussi les plantes, tiens, les plantes à connaître, les principales plantes, camomille, chardon-marie, échinacée, eucalyptus, fenouil, etc. Ben voilà, donc ça c'est une base, hein, c'est intéressant. Mais ça c'est quelque chose qui se consulte, ça se lit pas comme ça. Un livre qui coûte pas cher en plus parce que c'est du poche, hein, je l'ai payé 13 $. Parce que j'aime beaucoup ce médecin, ce chercheur québécois, montréalais, qui est Richard Béliveau. Donc ça, voilà, les aliments contre le cancer. Donc c'est Béliveau et Denis Gingras, je sais pas. Mais donc voilà. Alors ça, bon, c'est pas, mais je crois qu'il est sorti il y a pas longtemps une version plus grande, plus aérée, avec plus de photos, de tableaux, des choses comme ça, un peu plus convivial, je dirais, que celui-là. Je pense que voilà, il y a un petit manque de mise en page et marketing et voilà ce genre de choses, mais ça reste que c'est un très bon livre et que Béliveau, c'est un chercheur extraordinaire. Tu me dis oui, un classique, tu me parles duquel, Annabelle, de naturopathie pour les nuls ou de notre cher Béliveau, je sais pas duquel parce qu'on met un petit décalage. Donc voilà. Voilà. Hein. Donc, ça fait partie des choses intéressantes. Enfin, c'est un petit classique, mais qui, pareil, qui se lit peut-être pas forcément. Alors, un bouquin... Non, j'en ai 2 autres, là, tiens. Ah oui, super, j'adore celui-là. Alors, celui-là, le rapport Campbell. Bon, un peu dense, un peu... mais extrêmement intéressant. Hein. Voilà, donc pour vous dire en 4e de couvre, quel côté que l'on regarde, oui, la santé des Occidentaux se dégrade. Nous dépensons de plus en plus pour les soins de santé, ce qui n'empêche pas un nombre croissant de diabète, maladies cardiovasculaires, etc. Et le fait que la guerre contre le cancer amorcée dans les années 70 est un fiasco. Près de la moitié de la population souffre d'un problème de santé nécessitant la prise hebdomadaire de médicaments sous ordonnance et plus de 25% souffrent d'un cholestérol trop élevé. Voilà, en gros c'est ça, c'est le rapport Campbell, ce livre, le travail qui a été fait par Colin Campbell est vraiment extraordinaire et voilà, toutes les répercussions de l'hygiène de vie, de l'alimentation sur notre santé, de toutes ces maladies donc on appelle les maladies de civilisation, cholestérol, diabète, maladies cardiovasculaires, etc., etc. Voilà, par exemple il dit j'ai énormément... ouais, alors qui est-ce qui... Auteur, ok, ouais. Bon. Enfin bon, donc c'est l'étude la plus exhaustive sur la santé et la nutrition qui a jamais été entreprise. Colin Campbell est professeur émérite du département de biochimie nutritionnelle à l'université Cornell, pardon. Et a travaillé aussi à Oxford, l'université d'Oxford.
Voilà, bon, c'est très très connu, hein, le rapport Campbell, c'est pareil, c'est très intéressant de voir à quel point, ah oui, donc le Béliveau, ouais, un classique, ouais, bah oui, Béliveau, moi j'aime beaucoup cet homme, j'ai eu la chance de le croiser, c'est quelqu'un en plus d'humble, je l'ai croisé au musée à Montréal, et, voilà, il s'est mis à parler avec des jeunes qui l'avaient apostrophé parce qu'ils l'avaient reconnu, et c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, simple et humble, et voilà. Rapport Campbell. Et un autre que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup cette personne, et on peut trouver des vidéos, des trucs sur YouTube où il intervient, et c'est quelqu'un qui a un franc-parler, puis c'est clair, c'est logique, c'est... Voilà. C'est des choses... voilà, donc il s'appelle Anthony Fardet, c'est un Français. Il est docteur S Sciences et chargé de recherche en alimentation préventive et holistique. C'est un scientifique, c'est quelqu'un, voilà, et son livre donc s'appelle Halte aux aliments ultra transformés, mangeons vrai. Donc ça c'est pareil, c'est un livre que j'aime beaucoup parce que alors lui il dit l'ultra transformation déstructure l'aliment d'origine et lui fait perdre ses vertus santé. Elle nécessite aussi l'ajout d'une kyrielle d'additifs et d'agents cosmétiques entre guillemets suspects. Ces faux aliments, écrit Anthony Fardet, sont la première cause de mortalité. Lui c'est vraiment son combat, les aliments ultra transformés. Moi j'en ai deux, ce sont les aliments ultra transformés et le sucre ajouté globalement dans tout ce qu'on consomme, enfin dans tout ce qu'on achète. Voilà, ce sont mes deux combats, et donc son livre là est pertinent, et puis voilà, d'aller chercher, donc il s'appelle Anthony Fardet, F-A-R-D-E-T, d'aller regarder sur YouTube, voilà, c'est quelqu'un quand il intervient, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui dit ce qu'il a à dire, et c'est clair, ça démêle certaines choses, ça nous fait voir clairement à quel point l'industrie agroalimentaire ne se soucie pas beaucoup de notre santé, et se soucie beaucoup plus de son portefeuille, et qu'il faut faire vraiment attention, qu'il ne faut pas prendre comme... Enfin, faut pas penser que tout ce qu'on nous vend c'est bien, enfin je pense que là ça on le sait, mais voilà, faut savoir décrypter tout ça et faire le tri, et choisir en conséquence ce qu'on mange et ce qu'on met dans notre bouche, dans notre corps. Ok, bah écoute Annabelle, moi aussi je vais vous quitter de toute façon. Un grand merci à toi d'avoir été là, de m'avoir suggéré quelques questions, d'avoir interagi avec moi. Et puis à la prochaine. Donc je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on passe à midi. Je pense que ça sera pas mal, j'espère. En tout cas, j'essaierai, on verra bien ce que ça donne. Puis de toute façon, on peut toujours le revoir en différé après si on veut. Donc voilà, donc s'il n'y a pas de questions, s'il y a des questions, allez-y. Et puis s'il n'y a pas de questions, je vais vous dire au revoir, et je vais vous dire à la semaine prochaine. Et donc on continuera avec les vitamines, et on passera aux vitamines hydrosolubles. Et puis d'ici là, si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, j'essaierai peut-être de vous présenter, en effet. Alors là, j'en ai sélectionné plusieurs, mais je peux essayer de peut-être, pas d'en sélectionner plusieurs, mais de sélectionner un livre chaque semaine dont je vous parlerai. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end qui arrive, une belle semaine, et je vous dis à vendredi prochain, donc a priori midi pour ici le Québec, et 18h pour la France. Voilà, à bientôt, bye bye, bonne journée.